Rebonjour à tous. Comme a dit Mosfa, en fait, on va essayer de faire une présentation un peu rapide sur l'état du marché et les opportunités qu'il peut constituer pour les PME. Pour ceux qui me connaissent, en fait, ça c'est des chiffres que j'affectionne particulièrement. C'est de dire que conformément à ce qui a été prévu en 2017, le chiffre mondial du e-commerce était de l'ordre de 2,3 milliards de dollars. Les prévisions à horizon 2020 sont de l'ordre de 4 milliards de dollars. Et 4 milliards de dollars, c'est encore une fois, c'est 100 fois le PIB de la Tunisie. Ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui. C'est qu'on n'est plus dans un marché naissant, on n'est plus dans une alternative à un commerce physique, on est dans une vraie réalité, on est dans un pan de l'économie à part entière, avec ses propres créations d'emplois, ses propres perspectives d'évolution, et dont les perspectives d'évolution aujourd'hui sont largement plus intéressantes que celles qui existent sur le marché physique. Je voudrais revenir sur une slide tout à l'heure qui nous a servi en fait pour faire part du constat qu'on a fait sur le marché tunisien. Aujourd'hui, la Tunisie, au même titre que plusieurs pays du Maghreb, fait partie des pays avec la plus grande inclusion digitale, qui constitue un marché potentiel pour les e-commerçants. En contrepartie, et selon nos estimations, et on reviendra sur le chiffre, en fait, nous on estime aujourd'hui le marché du e-commerce à uniquement 200 millions de dinars, donc à peu près 0,2% du PIB. Donc forcément il y a un petit quoi quelque part. Pour expliquer pour égayer un peu plus nos estimations, là ce sont les détails en fait. Et on estime que si on continue sur un rythme ascendant avec des hypothèses qui restent toutefois cohérentes, c'est un marché qui pourrait avoisiner les 2 milliards de dinars à horizon 2020, si toutes les conditions sont réunies. Et par rapport à l'estimation des 200 millions de dinars, en fait, qui n'est pas un chiffre. Aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre officiel. C'est réellement des estimations avec des croisements de chiffres de plusieurs sources. C'est les estimations du CEVA que vous voyez en haut. C'est le croisement avec les chiffres de la SMT et de la Poste, où à titre de 2017, il y a eu à peu près 170 millions de dinars de transactions, de paiements électroniques sur le digital. Ces 170 millions de dinars, en fait, sont à plus de 80% constitués de paiements de factures, de paiements de billetterie, de transport aérien, de recharge, de FSI et autres. Ça nous amène aussi en fait à la même. Ça veut dire que, en gros, le volume des transactions, le volume des paiements électroniques pour des transactions en ligne, pour l'achat d'autres biens et services, quand on dit autres biens et services, autre que le paiement de facture ou la billetterie, est de l'ordre de 30 millions de dinars aujourd'hui sur les plateformes de paiement électronique, qu'elles soient bancaires ou qu'elles soient postales. Ça, c'est les premiers chiffres du marché. Le panier moyen en déclaratif sur ces chiffres-là, il est de l'ordre de 200 dinars approximativement. Si on en croit ces chiffres-là, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un marché qui serait valorisé autour des 600 à 700 millions de dinars. Encore une fois, c'est des chiffres qu'on prend avec des pincettes. On va attendre la deuxième phase du baromètre pour voir si c'est des tendances qui se confirment ou pas. Mais nous pensons qu'on n'est pas réellement loin de la réalité. Nous, dans notre cas, on estime aujourd'hui le marché à 200 millions de dinars d'achat d'autres biens et services. Il y a le marché des paiements de factures, de billetterie, de transport aérien, de recharge et autres services qui peuvent être effectués par du paiement électronique de l'ordre de 200 millions de dinars. Et il y a une part équivalente qui est du commerce électronique sur le marché parallèle. Et ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus grand potentiel qui est à aller chercher, il n'est pas uniquement sur le marché formel, il ne consiste pas uniquement à transformer les internautes qui sont avertis ou qui sont prédisposés à faire ces transactions-là. Il s'agit aussi d'aller chercher ces internautes qui sont en mesure d'acheter, mais qui n'ont pas forcément confiance dans l'écosystème actuel et qui font beaucoup plus confiance à l'écosystème parallèle. Il y a presque 90% de la population qui est connectée. Le chiffre du e-commerce est de l'ordre de 90 milliards de dollars, donc à peu près plus ou moins 70 milliards d'euros, ce
qui représente à peu près 3,5% du PIB de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un peu moins de 20 ans, en fait, au démarrage du e-commerce en France, les chiffres n'étaient pas loin de ce qu'ils sont aujourd'hui chez nous. Ça veut dire qu'en 2000, on était sur 0,05% du PIB qui était que représentait le volume de transactions en ligne en France. Ce constat, ce n'est pas un constat qui est propre à la Tunisie, c'est un constat qui est généralisé, c'est un constat qui est, si on veut considérer la région du Maghreb, c'est un constat qui est relativement maghrébin, dans le sens où si on considère le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, ou tous les pays du sud de la Méditerranée, aujourd'hui on est plus ou moins dans les mêmes proportions. Ça veut dire que dans ces pays-là, il y a une forte inclusion digitale qui est propre à qui est commune à tous ces pays-là, de l'ordre de 50% plus ou moins, mais le volume des transactions en ligne représente moins de 0,05% du PIB. Pour probablement les mêmes raisons qu'on est en train de voir en Tunisie. Aujourd'hui, si on veut avoir une idée sur notre marché tunisien, si on veut avoir de la visibilité sur le potentiel marchand du e-commerce tunisien, je pense qu'on peut clairement dire qu'on a un potentiel atteignable et facilement atteignable à périmètre constant, tout étant égal par ailleurs, de l'ordre de 2,5 milliards de dinars. Ça veut dire qu'on aurait été une économie mature avec tous les inputs nécessaires à la réussite du e-commerce. On serait en mesure aujourd'hui de faire, au titre de 2017 ou de 2018, un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards de dinars. Les problèmes, ils sont toujours les mêmes. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans qu'on continue à parler exactement des mêmes problèmes. Il y a les 3 blocs de problèmes. Il y en a un qui n'apparaît pas là, en fait, mais qu'on a brièvement évoqué, mais qui reste quand même relativement, légèrement, je dis bien légèrement, en fait, j'ai pas envie de dire moins important, mais légèrement moins important que les autres, en fait. Et le troisième, c'est la logistique, en fait. Mais si on met de côté la logistique, aujourd'hui, on a un problème d'offre. Donc il y a un manque d'offres structurées, on a un problème de marketing de l'offre, et on a un problème d'inclusion financière. Le taux d'équipement en carte de paiement, en fait, il est de l'ordre de 40% en Tunisie. Il y a ça qui est amélioré. On parle de 3 millions de cartes, de 30%. 3 millions de cartes à peu près, en fait, en Tunisie qui sont en circulation aujourd'hui. Il faut être un utilisateur unique. C'est ça la réalité. Oui. On y reviendra. De toute manière, ça reste un problème en fait. Et pour un problème de taux d'équipement, et pour un problème de culture. Parce que plusieurs personnes utilisent la carte comme un moyen uniquement de retrait de leur argent dans les distributeurs. Donc, c'est clairement pas le moyen de paiement le plus utilisé aujourd'hui en Tunisie. Donc, il y a le problème de l'inclusion financière. L'une des solutions qui vient d'être évoquée notamment par Sir Ahmed Kalam, c'est le développement du mobile payment et la libéralisation du secteur et la promotion des fintechs. Ces 2 problèmes-là se basent également sur un problème de fond qui est constamment là, qui est un problème de manque de confiance généralisée, auquel nous essayons d'apporter une solution, notamment à travers cette initiative de label de confiance. Dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, j'ai envie qu'on se concentre un peu plus sur la question de l'offre. Aujourd'hui, mon intervention s'articule autour des opportunités qui peuvent être constituées pour les TPE ou pour les PME. Et à ce titre-là, j'ai juste envie de dire en fait qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de cette dichotomie qu'on est en train de faire sur notre marché entre le marché physique et le marché digital. Ça, c'est la réalité des chiffres. Si on considère le top 15 des e-commerçants américains, ils ne sont pas tous, c'est pas forcément tous de ce qu'on appelle des pure players. Ils ne viennent pas tous du monde du digital. Ce sont des entreprises. Ok, c'est vrai que Amazon en fait est largement en tête et Amazon c'est un des pure players en ligne, mais d'autres acteurs, notamment Walmart ou Macy's ou Tesco, c'est des acteurs du commerce physique qui ont réussi ou qui essaient du moins de mieux prendre le tournant du digital pour se développer. Tel que vous le voyez, le digital ou le commerce en ligne est loin de représenter une part majoritaire dans la totalité de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est la réalité du marché américain. On parle souvent de digital en fait, et cette logique-là
d'élimination de dichotomie ou de ne pas considérer la séparation entre les deux sphères digitales et physiques, elle est en train d'aller dans les deux sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs du digital qui sont en train de se développer sur le physique, il y a des acteurs du physique qui sont en train de se développer sur le digital. En témoignent ces grosses expériences-là, des produits de Walmart sur Google Express. Et il faut savoir que Walmart a déjà son site. Walmart est en train de faire aujourd'hui 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en ligne sur son propre site. Et malgré ça, il s'associe à Google dans ce cadre de cette JV pour vendre ses produits, pour avoir beaucoup plus d'audience à atteindre et une audience qu'il pourrait atteindre à travers le Google Assistant ou le Google Home. Des expériences qui sont en train de se développer, notamment sur des marchés qui nous sont relativement limitrophes, notamment le marché français. Galeries Lafayette qui vient de racheter la Redoute pour justement développer sa présence en ligne. Un petit rappel, la Redoute, c'est une entreprise qui a été vendue pour un euro symbolique. À un certain moment, c'est une entreprise qui a fait faillite, parce qu'elle n'a pas réussi à prendre le tournant du digital et qui a su se reconstruire à partir de ses erreurs. Ça a été l'une des premières entreprises à développer un site de vente en ligne en 1996, mais dans une logique pas réellement commerciale, dans une logique technique et technologique. Ça veut dire qu'ils ont confié ce projet-là à une équipe de techniciens. Ils leur ont dit, bon ben voilà, on veut avoir un site en ligne, vous nous développez un site en ligne, une plateforme. Il n'y avait pas de stratégie derrière, il n'y avait pas de vision, et tout le monde connaît l'histoire que ça a donné par la suite. Aujourd'hui, la Redoute est en train de se reprendre et en train de se redemander le rachat par Galeries Lafayette. Amazon qui vient de racheter une chaîne de magasins, en fait, pour quasiment un chiffre d'affaires, une année de chiffre d'affaires, ça s'est fait en 2017, et ça témoigne de l'intention de Amazon de se développer sur les deux canaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction. Le client est ce qu'on appelle Atawat, anytime, anywhere, any device. Ça veut dire que le client, il fait ce qu'il veut, là où il veut, on doit juste être présent. Personnellement, je viens du secteur de la du fashion retail, de la distribution textile. C'est des exemples qui sont relativement parlants pour moi, et notamment l'exemple de Zara. Zara n'a jamais communiqué sur sa présence digitale, il n'a jamais communiqué sur ses sites de vente en ligne, et ça n'a été... et en 2018, le 14 mars, lors du conseil d'administration, ça a été une première où ils ont communiqué ils ont donné un peu plus de précision sur leur stratégie digitale et sur leur commerce en ligne. Zara, en 2015, a ouvert 2 marchés exclusivement à travers leur website, sans ouvrir de magasin, chose qui ne s'est jamais faite auparavant. C'était l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le rythme d'ouverture de magasins reste toujours important, mais ce qui est intéressant, c'est aussi le rythme de fermeture de magasins. En fait, on en est au double par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de fermer au fil des années. Ça veut dire qu'il y a un effort de concentration, un effort de consolidation sur le retail physique pour une meilleure optimisation des mètres carrés, supporté en parallèle par une vraie stratégie digitale. Le fait que Zara communique sur ça, ce n'était pas un pur hasard en fait, c'était uniquement pour rassurer les marchés. Rassurer les marchés par rapport à quoi? Par rapport au loupé qu'avait vécu H&M. H&M en 2015, on en parlait comme le poids lourd de 23 milliards d'euros. En 2 ans après exactement, du 1er février au 1er février, le succès du e-commerce contraint H&M à se repenser. H&M aujourd'hui est en train de vivre une crise très très importante. Le marché, les marchés financiers leur ont reproché le fait de ne pas avoir réussi à prendre le tournant du digital. Plus quelques autres problématiques, mais réellement, il y a eu un impact sur leur cotation en bourse par rapport à leur approche du digital. Et pourtant, si on considère les revenus de H&M, en proportion, ils restent quand même plus importants que ceux de Zara. Si on considère les revenus dans le e-commerce, on est sur du 3,6, relativement à 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc avec un taux de croissance qui est de l'ordre de 25%. Zara est plus ou moins dans les mêmes proportions, mais Zara n'a pas forcément subi la même réaction du marché, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre les devants. Si on se concentre un peu plus sur les éléments qui ont fait que H&M soit en difficulté par rapport à sa position, par rapport à sa vision et sa stratégie dans le digital, on voit que ce sont essentiellement des éléments de commerce. Ce ne sont pas des éléments encore une fois, je rejoins
Simos, qui disait que les e-commerçants, c'est des commerçants avant d'être... Enfin, le commerce électronique, c'est du commerce avant d'être électronique. Et H&M, les défauts de H&M sur leur stratégie digitale ou sur leur commerce en ligne ont été des défauts de user experience, d'expérience utilisateur qui n'a pas été satisfaisant